Bonjour à tous. Je ne serai pas très long. Aujourd'hui, je suis le guide MPP Martial Bissog. Et c'est un direct très attendu, mais on va aller assez rapidement parce qu'on a des contraintes, on a des rendez-vous, on a des dîners d'affaires. La vie doit continuer, mais l'actualité aussi doit continuer. Alors, hier, tout le monde entier a vu à Mondovision la rencontre historique entre Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, et le président Laurent Gbagbo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une rencontre historique. Une rencontre que nous, les petits artisans de la paix, nous devons saluer. On a habitué l'Afrique à un refrain et un mélodrame de la tragédie permanente. Il faut aussi de temps en temps que l'Afrique se relève par des exemples, par de la positivité. C'était la rencontre entre les forces négatives et les forces positives. Les forces négatives, j'entends par là, les forces qui nous amènent toujours à répéter les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, depuis des siècles. Parce que nous oublions d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix. L'essentiel, c'est le bonheur des populations. L'essentiel, c'est l'avenir de la jeunesse africaine. Alors donc, quand nous avons commencé ce discours il y a quelques mois, quelques années, on avait très peu d'avis favorables, de partisans. On a tellement formaté le cerveau en Afrique qu'on croit que seule la guerre est un signe de grandeur. Mais au moins, si vous voulez faire la guerre, il faut être prêt, il faut la préparer. Vous savez, en décembre, j'étais avec une personne qui est très chère dans ma vie. On était dans la région d'Alsace, l'Alsace-Lorraine, et on a observé qu'il y a eu pendant des décennies une guerre monstrueuse entre la France et l'Allemagne. Et quelques années plus tard, donc aujourd'hui, les gens découvrent que l'Allemagne et la France sont les premiers alliés et meilleurs alliés pour conduire la politique européenne. Mais entre-temps, la Deuxième Guerre mondiale a quand même coûté 50 millions de morts. Et la première. Les gens ont payé. Parfois, quand vous demandez aux humains pourquoi ils font la guerre, ils n'ont même pas de raison valable. Et quand on regarde le prix, ce que ça nous coûte, les seuls bénéficiaires de la guerre, c'est peut-être la science ou l'industrie ou l'humanité qui a avancé de manière intelligente, mais pas en tuant. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qu'on aurait pu éviter depuis la mort du président Houphouët, de Nana Houphouët, on se dit, mais pourquoi on a fait toutes ces guerres-là? Pour rien. Mais à la base, il y a une injustice. À la base, il y a cette politique qu'on a instaurée en Afrique des pogroms, de l'exclusion, de la stigmatisation, de la victimisation. Cette politique qui n'est pas ivoirienne, mais qui est partout, c'est celle qu'on appelle aujourd'hui la congolité. Vous vous rendez compte? J'en ferai vraiment une conférence entière sur cette congolité qui va encore venir appauvrir et tuer et diviser les Congolais qui n'ont pas déjà pu jusqu'ici bénéficier de 1% de la richesse que Dieu leur a donnée. En Côte d'Ivoire, c'est arrivé. Il faut dire la vérité. Il y a eu l'ivoirité. Tous les problèmes qui ont découlé de là, aujourd'hui, viennent du fait qu'après le départ de Houphouët-Boigny, le père fondateur, ses héritiers putatifs, ses héritiers idéologiques, pour ne pas nommer le président Bédié, je ne fais pas de victimes ce soir, je ne suis pas le procureur, mais c'est l'histoire. Alors l'histoire a cette particularité, soit il faut l'écrire, soit il faut la décrire. Alors si on ne peut pas écrire l'histoire, il faut au moins la décrire. C'est Houphouët-Boigny qui laisse un pays assez déjà fragile. Mais aux origines, c'est un pays
monde. C'est un pays où on se sent bien, qu'on soit noir, blanc, jaune, libanais, grec, africain. Le panafricanisme est né en Côte d'Ivoire. Il y en avait deux sortes. Un panafricanisme assez excessif, avec des idéaux poussés, comme les Kwame Nkrumah, Ben Bella, Oumiobe, Sékou Touré. C'était le clan d'Accra et de Conakry. Et puis Oufou avait compris que le panafricanisme véritable viendra par l'élévation des standards de vie des Africains. C'est pour ça qu'il a ouvert le pays pour la grande industrie, l'agriculture, les grands chantiers, le plateau en témoigne encore. Mais juste après lui, parce qu'on ne sait pas régler les problèmes de succession en Afrique, nous avons laissé ce beau pays, ce pays caviar, ce pays miel, ce pays atiéké, ce pays Kédjenou, ce pays Guaguassou et Kopé, ce pays où la sauce crabe danse dans son jus et son coulis de fermentation d'épices. Alors on a laissé ce pays s'autodétruire et on a vu apparaître des hommes politiques assez prétentieux qui ont instauré l'ivoirité. L'ivoirité, en 2 secondes, je vais vous faire un petit dessin. Ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui sont de première zone et que les autres doivent démontrer qu'ils doivent être et mériter être des citoyens de seconde zone. Je pense qu'on se comprend. Ce live est très rapide, mais il est très juste. J'essaye d'être juste dans mon propos. C'est de là que partent toutes les injustices de la Côte d'Ivoire. Sautons cet épisode. Avec Robert Gueye qui arrive, son départ, les tueries, Émile Bogadoudou, et puis tout ce qui s'ensuit. Et puis Gbagbo arrive au pouvoir, Koudou, lui le rebelle, lui le fils d'Oufouette, l'enfant historique de la révolution, l'opposant sacré et consacré, enseignant, et il vient avec cet esprit où on se dit c'est l'ère de la Côte d'Ivoire qui va s'émanciper. Mais le problème c'est que quand Laurent Koudou arrive au pouvoir, Laurent Koudou Gbagbo qui est un théoricien de la pensée, un historien qui connaît manipuler les chiffres, il connaît l'histoire, donc il peut prédire le passé et donc prédire l'avenir. Il est un bon enseignant. Et il surfe aussi de manière implicite sur cette ivoirité, sur ce petit truc qui tue, ce petit poison qui détruit. Il hérite d'une guerre, il va dire, mais il hérite aussi de cette idéologie néfaste de l'ivoirité sans l'affirmer, parce que c'est un bon joueur. Mais sauf que nous allons frôler le pire. Et au bout de 2 mandats, il sera battu et contraint de partir. Par la force. Ça aussi, il faut l'inculquer aux Africains. On peut partir dans la douceur. On peut partir aussi même sans avoir la conviction d'avoir perdu. Mais pour l'intérêt supérieur de l'État, on peut choisir de partir. Ce message s'adresse à tous les chefs d'État africains, à tous les leaders, à tous les gens qui sont au poste de responsabilité et qui jouent avec le destin des millions de jeunes Africains qui se retrouvent sans toit, sans parrain, sans mentor, sans nourriture, sans travail, sans avenir dans le désert et dans le sud de l'Europe. Alors, le monde entier a apprécié en 2010 ce jeu démocratique. Je convoque le débat, le fameux débat que seules les chaînes occidentales pouvaient nous livrer. Cette rencontre, ce face-à-face entre Gbagbo et Ouattara, rentré d'exil, et qui était le porte-parole de cette Côte d'Ivoire qui ne veut plus être victime des erreurs du passé, de cette ivoirité-là. Parce que lui, l'enfant de Kong, dont on veut renier les origines ivoiriennes multiséculaires, parce qu'en réalité, l'Afrique est un continuum de royaumes qui vivent ensemble depuis des millénaires. Le garçon de Kong va donc être le porte-étendard de cette Afrique qui n'a pas souvent les moyens de se défendre face à l'oppression de l'État qui impose
l'ivoirisme ou l'ivoirité dans tous les pays africains, comme la congolité aujourd'hui au Congo. Mais de ce choc-là, de ce débat, vous savez, nous sommes en Europe, nous sommes en France. Ici, le chien est plus important parfois que l'humain. Nous sommes à une civilisation du chien qui occupe la place de l'enfant à la maison. Mais bon, ça fait partie de la nature. D'ailleurs, vous me permettrez de vous rappeler que ce 21 août à 21h, je serai là, dans cette forêt sacrée de France, pour essayer de faire un Akeva Business Conference nature. Business Conference, mais en nature, pour vous expliquer comment on se reconnecte à la nature. C'était une parenthèse pub. Alors, donc j'étais en train de dire que le monde entier a découvert, avec beaucoup de joie et de bonheur, la rhétorique, la figure de la démocratie. Et de ce débat, si vous êtes sincère, parce que l'autre problème de l'Africain aussi, c'est qu'il est très peu sincère. Il aime très peu la lumière. Il aime protéger ses petits intérêts et ses émotions. Mais quand on a tous regardé ce débat magistral entre un professeur d'histoire, dont des humanités classiques, et un professeur d'économie et de finance internationale, tout le monde est d'accord que c'est le professeur de finance qui a gagné. Pas pour dire que la finance dirige le monde, mais c'était clair que vous aviez en face deux grands ténors, mais Ouattara était plus fort. Alors le titre de ce direct aujourd'hui n'est pas partisan, c'est plutôt un titre de félicité, c'est un titre de félicitation, c'est un titre de grandeur, parce que je ne suis pas comme les petits perroquets de la toile, qui parfois oublient que notre rôle, ce n'est pas d'encenser les vertus de Polémos, de la guerre, mais essayer de construire un monde de rêve, un monde idéal, où on se dit, oui, la paix est possible. C'est très dur de la conserver. Le titre de ce direct, de cette conférence, c'est « Allah n'est pas obligé ». Alassane Ouattara n'est pas obligé. Et pourquoi je le dis? Je m'inspire de l'œuvre de Amadou Kourouma, qu'il a écrite le 21 août 2020. 2000, pardon. Ça fait 21 ans que ce livre est sorti. Et dans ce livre, Amadou Kourouma nous dresse un chapelet des mots qui minent l'Afrique. Et à chaque fois, il se pose la question de manière redhibitoire. Et si Allah n'était pas obligé? Donc, Alassane Ouattara n'était pas obligé. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que c'est facile. La réconciliation n'est pas un vain mot. C'est le professeur, le médecin Oufoué, Nana Oufoué qui disait « La paix n'est pas un slogan, mais c'est un comportement ». Si la paix était si facile, c'est que l'Afrique, c'est le jardin d'Éden que vous fuyez pour aller chercher en Israël, à Jérusalem, à Bethléem, ou je ne sais où. Parce que la paix est dure. La paix est dure. Alors, je reviens. Oui, Alassane Ouattara n'était pas obligé, de faire rentrer le président Gbagbo. 2, il n'était pas obligé de recevoir le président Laurent Gbagbo. 3, il n'était pas obligé de lui accorder le statut qu'il mérite, c'est-à-dire celui d'un ancien chef d'État. Maintenant, je ne vais pas revenir sur les prises de parole des deux partis, des deux présidents. Je n'ai rien enseigné à Laurent Gbagbo, c'est lui l'enseignant. Il a été très clair. Il a reconnu qu'il y a un président de la République, mais il a aussi reconnu qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la décrispation de la scène politique ivoirienne. Il faut libérer tous les prisonniers. Mais il sait que c'est une décision politique. Et il demande donc au président Ouattara, son ami et frère, et grand frère, il exhorte. Et ça tranche un peu avec le discours des haineux de tous ces médias qui n'ont rien de médias et rien d'Afrique.
et qui sont tous les jours en train d'inciter à la guerre, à la haine, à la déchirure d'un pays. Afrique Média émet depuis le Cameroun. Ils sont incapables de dire qu'au Cameroun, parfois, pour faire 1 kilomètre de bitume, il faut 10 ans. Ils sont incapables. Alors, il y a des civilités dans le monde. Alors, ils sont tellement derrière cette idée incendiaire de brûler la Côte d'Ivoire, et ça veut dire qu'ils n'aiment même pas le président Gbagbo. Puis ce Gbagbo, étant dans son pays, lui-même a reconnu qu'il faut la paix. Je ne vais pas juger, je ne prends même pas parti, mais on paye toujours. Et Laurent Gbagbo a payé. Et il sait qu'il a payé. Et aujourd'hui, lui-même veut avancer, même pour la postérité. Même pour son parti FPI qu'il doit reconstruire. Même pour ses héritiers politiques. Même pour le destin de ce pays qui est le socle de la modernité en Afrique. Bon, du moins francophone. En passant, on est souvent d'accord sur beaucoup de choses. Citez-moi un pays en Afrique noire où il y a le métro en construction. Et si nous ne faisons pas garde, ce métro ne va pas finir. Parce que l'Africain est capable de verser le plat de nourriture juste parce qu'il est fâché. Et après aller pleurer qu'il a faim. Ne détruisez pas ces héritages. Ne détruisez pas vos pays. Je sais que nous sommes les parents pauvres de vos succès. Parce qu'on se bat pour protéger les pays, on se bat pour faire la veille stratégique de communication premium, gold. On se bat parce que ceux qui viennent jouer les consultants dans les palais présidentiels en Afrique sont nos élèves. Mais comme le noir est aussi complexé, les ministres, les présidents portent des mallettes d'argent pour donner à des cabinets obscurs ici à Paris et ailleurs, pour venir leur donner des conseils que nous, on leur enseigne. C'est ça qui peut me choquer aujourd'hui. Mais je ne regrette pas, parce que les gens finissent par comprendre qu'il y a quand même encore une élite africaine noble, qui n'est pas complexée et qui va se battre pour que l'Afrique soit développée. On n'a pas la visibilité, on n'a pas la popularité, on n'a pas les milliards de gens inutiles ici dans les cabinets obscurs, mais qui viennent jouer le rôle que les fils d'Afrique doivent jouer. C'est pour ça que certains fils d'Afrique se sentent exclus du développement de leur pays. C'est pour ça que certains intellectuels choisissent peut-être de saboter ou de dénigrer les pays. C'est pour ça que je ne critique plus un intellectuel qui prend position contre un pays en Afrique. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas respectés. Je vous prends un exemple. Je n'aime pas citer les gens. Mais nous tous, on est là à Paris. Là. Il y a une dame ici à Paris qui n'avait même pas une maison. Elle était sans logement, sans travail. Et nous, on était cadre de la presse. Ça s'appelle Balm, quelque chose comme ça. Nous avons retrouvé cette dame-là dans les palais présidentiels en Afrique, dans un pays que je ne nommerai pas. Elle a pris au moins 20 milliards devant nous. Et elle est revenue à Paris en disant qu'elle va protéger le pays et faire du lobbying. Et quand on lui a demandé un jour, vous parlez de quel pays, elle ne connaissait même pas la capitale de ce pays, d'Afrique centrale. Vous pouvez croire ça? Donc, je ne veux pas être le parent pauvre de mon intelligence. Je ne suis pas payé pour parler de la Côte d'Ivoire. J'estime que c'est un pays qui a besoin de notre expertise, comme tous les pays africains. Et partout où il y a un filon de lumière et de positivité, nous ne devons pas hésiter. Nous devons les secourir. Nous devons secourir l'Afrique. Aimer l'Afrique, ce n'est pas créer des officines de guerre et de guérilla et de guerre civile parce qu'on a écarté un ou deux de nos poulains, alors que l'essentiel, c'est de sauver la vie, la jeunesse, l'emploi, l'équilibre et le développement. Le temps de la guerre est terminé. Laurent Gbagbo a rencontré son grand frère, c'est pas moi qui dis, Alassane Ouattara. C'est une rencontre très digne, très chic. Parce qu'on n'est pas obligé de se faire des bisous. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de travailler ensemble. Il y a quelques mois,
pour ne pas dire 3 ou 4 semaines, vous avez vu comment la Suisse a accepté d'accueillir le sommet Poutine-Biden. On nous annonce tous les jours que la Russie et les États-Unis, c'est la guerre. C'est l'équilibre de la terreur. Ils se neutralisent. Ils font la course aux armements. Chacun a l'arme nucléaire au bord de la main. Chacun veut contrôler le monde. Mais quand les deux chefs d'État se sont retrouvés, ils se sont embrassés et il y a une ligne rouge à ne pas franchir, c'est la paix. Le reste, là, on laisse aux chiens. Laissons les os aux chiens. Deuxième chose que je vais vous expliquer. L'Angleterre et la France ont fait la guerre pendant plus de 1000 ans. On parle de la guerre de 100 ans. Pendant 100 ans, ils ont fait la guerre. Un millénaire de guerre. Et puis en 1905, Louis-Philippe, qui représente la France, rencontre la reine Victoria et il décide de faire le pacte franco-britannique. Jamais dans l'histoire, vous n'entendrez plus que les Britanniques et les Français ont fait la guerre. Il y a une ligne rouge et cette paix-là, c'est ça qu'on appelle le progrès des nations. Et là, je parle des nations. Et qu'est-ce qui pousse les États en Afrique à se faire la guerre à l'intérieur? La tribu, le partage. Vous avez un pays en Afrique centrale que je ne citerai pas, où à l'intérieur d'un même pays, vous avez des gens qui s'alimentent d'une guerre fratricide depuis 5 ans. Ils appellent cela la guerre anglophone. C'est-à-dire des gens qui sont nés avant les Anglais, avant les Français, avant les Allemands. Juste parce qu'ils ont été colonisés par ces nations-là, deviennent du jour au lendemain des territoires francophones et anglophones et commencent à se déchirer. Je ne crois pas à la théorie de l'anglophonie ou de la francophonie. Je crois à la théorie du manque de partage, de dignité, des droits humains, du progrès social, de l'emploi pour tous, de la santé et de l'amour entre les nations. Nous ne pouvons pas dire solidarité africaine d'un côté et quand on nous demande les efforts aujourd'hui, on dit non, nous on n'est pas leurs frères. Ou bien il y a trop d'étrangers chez nous. C'est ça l'ivoirité. C'est ça la congolité. C'est ça la rwandaïté. C'est ça cette petitesse qu'il faut aujourd'hui que l'Afrique est dernière. Aucun Africain n'a faim, aucune Afrique n'est pauvre, aucune Afrique n'est maladroite, aucune Afrique n'est en retard. C'est juste parfois les leaders politiques qui sont en retard dans leur conception du monde. Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire. Ça donne l'occasion de préparer la succession. La succession par une nouvelle génération d'Africains. La Côte d'Ivoire va nous donner une belle leçon de science politique. J'ai toujours fait confiance au président Ouattara. Il y a eu les événements qui ont un peu apporté du refroidissement, parce qu'il avait annoncé son départ. Mais je pense que son départ maintenant est acté. Il n'aura plus de raison de nous dire pourquoi il va rester. Je pense qu'il est déjà fatigué, il est en train d'assumer. Et ce long mandat est un mandat de sagesse pour Alassane Ouattara. J'ose croire que c'est aussi un mandat de maturité pour le président Gbagbo. Que dans ce mandat, c'est un mandat aussi de sagesse pour le président Bédié. Parce que les trois sont les grands acteurs et les défis qui reposent sur la Côte d'Ivoire reposent sur leur vieux âge. Mais au sommet de ce triangle équilatéral, comme je l'ai souvent dit, vous avez quand même Alassane Ouattara qui est là, au sommet. Vous avez l'une des fondations
c'est Laurent Koudou, Babo. Et vous avez le Faucon. Vous avez le Père Bédier. Je pense que ce mandat-là, c'est le mandat de vérité et de tranquillité. Parce que les esprits sont apaisés. J'étais en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu autant de chaleur dans un pays d'Afrique. Les gens vous regardent droit dans les yeux et vous demandent du rêve. Ailleurs en Afrique, parfois, on n'est même pas permis de rêver. Ne leur brisez pas 2 fois ce rêve. Jeunesse de Côte d'Ivoire, prenez vos responsabilités. Soyez plus exigeants, veillez sur la politique. Demandez à vos papas que je viens de citer de vous léguer un pays stable, mais un pays prospère, mais un pays aussi d'une vision claire politique, sans micmac, sans jeu d'entourloupe et tout. Vous avez un pays qui est premier producteur de cacao, d'EVA, d'Anacaf, de je ne sais plus quoi, producteur de pétrole aujourd'hui, mais en même temps, premier producteur de l'intelligence africaine. Parce que là-dedans, vous trouvez quand même une énergie débordante en termes d'économie. La Côte d'Ivoire n'est pas plus riche que le Cameroun. La Côte d'Ivoire n'est pas plus riche que le Ghana. La Côte d'Ivoire n'est pas plus riche que le Gabon. Mais la Côte d'Ivoire a un avantage, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres. C'est une terre du monde. Mais il ne faut pas exclure les Ivoiriens. Il ne faut pas que les Ivoiriens se sentent frustrés dans leur pays. Je sais qu'il faut. C'est pour ça que j'ai vu que le président Ouattara a lancé des mesures sur l'augmentation de la qualité de vie. Les salaires ont été multipliés fois 2, fois 3. Pour les enseignants qui forment les génies, pour le personnel soignant. J'ai vu le CHU, les infrastructures. Madame Dominique Ouattara, c'est pas parfait, mais elle s'attelle. En Côte d'Ivoire, tout le monde est en train de travailler. C'est quand même incroyable. Je n'ai pas souvent vu cette énergie-là en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y a une communauté libanaise. On peut lui faire des reproches, mais elle travaille. Elle se sent ivoirienne. D'ailleurs, je vous raconte cette petite anecdote. Quand je suis arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il y avait les plaques européennes de ce côté, ou étrangers, et puis ivoiriens de ce côté, donc nationaux. Tous les blancs qui étaient avec nous étaient dans le rang des nationaux. Et nous, on était dans le rang des expatriés. Ça m'a quand même fait bizarre. Mais en réalité, j'ai compris que ces gens sont nés là, ces gens vivent là, ces gens sont chez eux, et ils participent au progrès de l'Afrique. Ne rejetez pas non plus la France, parce qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe beaucoup, souvent en Afrique francophone, qui peut être justifié ou pas. Mais prenez le meilleur de chaque pays. La France ne peut pas donner les ponts de 4 étages que Bouygues fait là, même en France. La France ne fait pas les métros de dernière génération en France. La France fait ça en Côte d'Ivoire. Soyez plus intelligents donc pour profiter de cet apport. Et puis toute la sous-région, l'hôtel où j'étais était débordant d'énergie. Tous les acheteurs, tous les hommes d'affaires maliens, burkinabés, centrafricains, ça parle affaires et business. C'est aussi ça la vivacité d'un pays. Je connais un pays où les hôtels à la réception n'ont que parfois 2 personnes. Et on dit que c'est des hôtels 5 étoiles. Il n'y a pas de touristes. Il n'y a personne. La Côte d'Ivoire attire. La loi d'attraction aussi, ça veut dire que vous attirez tout ce qui est meilleur chez vous. C'est pour ça que je crois que la Côte d'Ivoire peut être un exemple. La Côte d'Ivoire nous donne des gages. Mais c'est la politique qui détermine la pensée, la pensée progressive des États. J'appelle donc le président Alassane Ouattara, qui a promis de me recevoir. J'en serais ravi. J'appelle le président Ouattara à regarder cette équation de la transition. Mais de grâce, que lui, Alassane Ouattara en premier, que le président Laurent Gbagbo, Bédier, président Bédier, qu'il s'écarte ou qu'il mette en marche cette transition politique.
On a envie de voir des Thiam, on a envie de voir des Kofi, on a envie de voir des Niamnier, on a envie de voir des blés, on a envie de voir des jeunes. Mais ces jeunes-là doivent apprendre. Ces jeunes-là doivent comprendre. Ces jeunes-là doivent porter l'épaule d'un grand pays. C'est ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo, qui a confondu être président avec être opposant historique. Même étant président, il jouait encore les opposants. Opposant contre les forces internationales, opposant contre les forces internes, opposant contre le système, alors que c'est lui le système. La politique, c'est la matrice du progrès. Et la matrice du progrès vient par la maîtrise de l'économie. Tant que les Africains ne comprendront jamais cela, ils ne progresseront jamais. Comment on gère l'interaction entre nous et les autres? Il y a un principe en économie qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. C'est par là qu'on sent qu'un pays peut se développer. Quel est l'étranger aujourd'hui, quand vous regardez le continent africain, qui peut venir avec des centaines de milliards investir dans un pays où on emprisonne les gens, où on bastonne les opposants, où on fouette tout le monde en route? Un pays où seul le dictateur a le droit de garder la moustache. Ce genre de pays, qu'il soit le plus beau du monde, n'attire personne. Sauf les investisseurs minables, des petits filous du PMU, des petits arnaqueurs des casinos, des petits types sans vergogne pour l'économie de la prostitution, mais pas une économie qui fait décoller l'intelligence. Saisissez cette occasion, chers Ivoiriens. Je n'ai pas dit ici que tout est parfait. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu dire que la Côte d'Ivoire c'est ceci. Je ne fais pas de l'angélisme. Je suis le roi de la tartarinade. Rassurez-vous. Je suis quand même un homme qui parle finance. Je suis un homme qui parle intelligence. Je suis un homme qui parle savoir pointu, qui parle espoir, qui parle de science politique pure. Je ne suis pas un enseignant de philosophie, je suis un philosophe. Mais à la différence des philosophes fous d'avant, je suis un philosophe actionnaire du développement, dont investisseur moi-même. Je comprends la difficulté qu'il y a à développer nos pays et j'invite la Côte d'Ivoire et surtout le président Alassane Ouattara à ne pas se tromper. À ne pas se tromper. Il y a des noms qui circulent. Nous, à Paris, on a accès aux dossiers secrets de l'Afrique, c'est comme ça. Il y a des noms qui circulent pour une jeunesse qui peut se positionner. Il faut travailler avec tous ces camps pour que des bonnes énergies se dégagent, pour qu'il y ait une autre génération qui prenne le pouvoir. Ça sera la 3e République en Côte d'Ivoire. Après la République du père fondateur ou des pères fondateurs en Afrique, les Houphouët-Boigny, les Ahidjo, les Senghor, il y a eu une Afrique de 82 à 2000 qui a pris le pouvoir, ou à 2000, cette Afrique-là, c'est les nouveaux cadres, les Ouattara, Bédié, les Compaoré, tous ces gens-là, Ali Bongo, toute cette jeunesse-là, les Sassou Nguesso. Maintenant, l'heure de l'Afrique, de la nouvelle Afrique, a vraiment sonné pour qu'il y ait une nouvelle énergie qui prenne son destin en main. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'épicentre du progrès africain. Je suis heureux. Cette rencontre me fait plaisir. Cette rencontre me montre que l'Afrique, c'est le siège de toutes les sciences humaines, mystiques, métaphysiques, ésotériques. L'Afrique peut donner des leçons de bienséance au monde. Et j'ai beaucoup apprécié l'humilité du président Gbagbo. Je ne vais pas vous faire des cours de body language ou ici de storytelling et tout. Mais le président Gbagbo est venu en chemise, je pense Pathéo, pour montrer son humilité. Un sage qui a compris. Il sait qu'il a fait des erreurs, sauf ses partisans hystériques comme parfois. Mais Gbagbo est venu en homme qui est venu avouer sa responsabilité. C'est un vrai leader. Et puis il a trouvé son frère Ouattara, qui, avec beaucoup de sérénité,
a montré que la politique n'est pas une histoire aussi de drame permanente. La politique, ce n'est pas aussi de la fiction, mais c'est de la friction des bonnes idées. Et l'intention, pour moi, est déjà un acte d'élévation, parce que l'intention était bonne, c'est de se retrouver. Première phase, mettre les vrais dossiers de la transition politique. Deuxième phase, assainir la scène scripto, méta, économico-politique pour préparer la relève d'une nouvelle génération. Jeunesse de Côte d'Ivoire, voilà le message que j'avais à vous passer. Je n'attends rien de nos papas. Parfois, ils nous ignorent. J'attends tout de cette jeunesse. Et ne brûlez plus votre pays. Akwaba. Merci. Akeva. Je suis le guide Mpépé, le fondateur de l'Académie de la vie augmentée. Cette académie qui prend sur elle de porter les enseignements d'une Afrique libre. Nous sommes fatigués de venir étudier chez les autres sans leur apprendre quelque chose. J'ai cette prétention d'apprendre aussi ce que nous on sait aux autres et au monde entier. Mais on commence par l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est notre laboratoire et j'aime le progrès. Akeva. Merci à Ouattara. Merci à Gbagbo. Merci à Bédié. Merci à tous ces héros de l'Afrique. Vive l'Afrique.